Il y a une question que beaucoup n'osent pas poser à voix haute. Une question qui surgit le soir quand le silence devient trop présent, quand la chaise en face de vous reste vide, quand personne ne demande comment s'est passée la journée. Et si je finissais ma vie seul? Après 70 ans, cette question n'est plus théorique. Elle est réelle, elle est parfois brutale, et surtout, elle est profondément humaine. Après 70 ans, la solitude fait peur parce qu'on l'associe immédiatement à l'abandon. Abandon par l'autre, abandon par la société, abandon par le temps qui passe et qui semble effacer les visages, les rôles, les places. Mais cette vision est incomplète, presque injuste, parce qu'elle réduit la solitude à un vide alors qu'elle peut être un espace. Vivre seul à cet âge-là ne signifie pas forcément avoir été laissé derrière. Très souvent, c'est le résultat d'une longue trajectoire humaine, une vie où l'on a aimé, une vie où l'on a perdu, une vie où l'on a tenu bon, parfois plus longtemps que ce que l'on croyait possible. La solitude, après 70 ans, arrive rarement par surprise. Elle s'installe lentement, à travers des absences successives. Un conjoint qui disparaît, un couple qui s'éteint après des années de survie commune, des amis qui partent, un à un, et soudain, il reste le silence. Mais le silence n'est pas toujours une condamnation. Il peut être un terrain de reconstruction intérieure. Quand on vit longtemps en couple, on se définit souvent à travers l'autre. On devient le mari de, la femme de. On ajuste ses habitudes, ses horaires, ses désirs. On négocie en permanence. Puis un jour, tout cela s'arrête. Et la question surgit, brutale. Qui suis-je maintenant que je suis seul ? Cette question fait peur parce qu'elle oblige à regarder en soi sans médiation, mais elle est aussi une porte vers une identité plus profonde, parfois longtemps mise de côté. La solitude peut devenir un espace où l'on réapprend à s'écouter, à manger quand on a faim, pas quand il est l'heure, à dormir quand le corps le demande, à parler à voix haute sans gêner personne, à penser librement sans devoir convaincre ou rassurer. Il y a une forme de liberté discrète qui naît dans cette solitude, une liberté sans bruit, sans revendication, une liberté qui n'a rien à prouver. Bien sûr, il y a des moments de manque, des soirs trop longs, des fêtes qui rappellent l'absence, des maladies qui font peur parce qu'on est seul face au corps qui faiblit, mais même dans ces moments-là, la solitude n'est pas forcément synonyme d'abandon total, car l'abandon réel, ce n'est pas d'être seul, c'est de ne plus exister aux yeux de soi-même. Or, beaucoup de personnes seules, après 70 ans, découvrent une chose inattendue. Elles existent encore pleinement, elles ressentent encore, elles réfléchissent encore. Elles ont encore une capacité d'émerveillement, parfois plus fine qu'avant. La solitude devient alors un lieu de réparation. On y réorganise ses souvenirs, on y redonne un sens à ce qui a été vécu, on cesse de se définir uniquement par ce qui a été perdu. Il ne s'agit pas de romantiser la solitude, elle peut être lourde, elle peut être douloureuse, mais elle n'est pas automatiquement une chute. Dans de nombreux cas, elle agit comme un temps de consolidation psychique, un moment où l'on cesse de courir après ce qui n'est plus possible, un moment où l'on cesse d'attendre que quelqu'un vienne combler un manque. À cet âge, reconstruire ne signifie pas repartir de zéro. Cela signifie intégrer les fissures, les pertes, les limites. Cela signifie accepter que la vie change de forme, sans perdre sa valeur. La solitude peut devenir un espace où l'on se parle avec plus de douceur, où l'on cesse de se juger sur ce que l'on n'a plus, où l'on commence à se regarder pour ce que l'on est encore. Certaines personnes découvrent qu'elles respirent mieux seules, qu'elles n'ont plus à porter les conflits d'hier, qu'elles peuvent enfin être en paix avec leur propre rythme. Ce n'est pas une victoire éclatante, ce n'est pas une revanche, c'est une reconstruction silencieuse, intérieure, presque invisible aux yeux des autres.
Et dans cette reconstruction, il y a souvent une forme de dignité nouvelle, une manière d'habiter sa vie sans attendre qu'un autre lui donne une justification, une manière d'exister sans s'excuser d'être encore là. On croit souvent que l'amour appartient à la jeunesse, qu'il est fait pour les corps rapides, les projets longs, les promesses d'avenir. Passé un certain âge, on parle plutôt de souvenirs, de nostalgie, de ce qui a été, comme si l'amour avait une date de péremption, comme si, après 70 ans, il ne restait que l'absence. Cette idée est profondément fausse. Après 70 ans, l'amour ne disparaît pas. Il se transforme. Il quitte le territoire de la conquête pour entrer dans celui de la présence. Il n'a plus besoin d'être prouvé, exhibé ou validé. Il devient plus discret, mais aussi plus essentiel. À cet âge, on n'aime plus pour se rassurer sur sa valeur. On aime pour se sentir vivant. On aime pour sentir qu'un lien existe encore entre soi et le monde. L'amour après 70 ans n'est plus forcément centré sur le couple traditionnel. Il peut exister sans partenaire, il peut circuler autrement. Dans une amitié profonde, dans une relation de voisinage, dans le lien avec un enfant adulte, un petit enfant, un soignant, un animal, dans l'attachement à un lieu, à une routine, à un souvenir porteur de sens. Ce qui change, ce n'est pas l'intensité du besoin d'amour, c'est la forme qu'il prend. Quand on a beaucoup vécu, on sait que l'amour n'est pas toujours synonyme de bonheur permanent. On connaît ses contradictions, ses blessures, ses renoncements. Alors, à 70 ans passés, on cherche moins l'ivresse que la stabilité émotionnelle, moins la fusion que la reconnaissance mutuelle. Il y a aussi une grande lucidité à cet âge. On ne s'illusionne plus facilement, on sait ce qu'on ne veut plus, on sait ce que l'on ne peut plus tolérer. Cette lucidité peut rendre les rencontres plus rares, mais aussi plus vraies. Beaucoup de personnes seules après 70 ans ne manquent pas d'amour. Elles manquent d'un cadre social qui reconnaisse les nouvelles formes de l'attachement. La société valorise encore trop exclusivement le couple comme preuve ultime de réussite affective. Or, à cet âge, l'amour se vit souvent en dehors de ce modèle. Il y a des regards échangés sans promesse, des conversations qui nourrissent plus qu'un engagement formel, des gestes simples qui disent plus qu'un grand discours. L'absence de partenaire ne signifie pas l'absence de lien affectif. Elle signifie souvent une autre manière d'aimer, plus souple, moins exigeante, moins possessive. Et parfois, il y a aussi un choix conscient. Certaines personnes ne veulent plus partager leur espace intime. Elles ont trop donné, trop compromis, trop ajusté leur vie à celle de l'autre. Elles préfèrent aujourd'hui préserver une paix intérieure, chèrement acquise. Ce choix n'est pas un refus de l'amour, c'est un respect de soi. L'amour après 70 ans peut aussi être tourné vers soi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une forme de maturité affective. Apprendre à se parler avec bienveillance, à prendre soin de son corps sans le juger, à accepter ses limites sans se mépriser. Cet amour-là est souvent le plus difficile à construire, parce qu'il arrive après une vie entière passée à se définir à travers le regard des autres. Il existe également une tendresse particulière pour le passé, pour ceux qui ont aimé avant, pour ceux qui ne sont plus là. Cet amour-là ne disparaît pas avec la mort. Il continue à vivre à l'intérieur comme une présence silencieuse. Aimer après 70 ans, c'est parfois aimer sans objet précis. C'est ressentir une connexion au monde, à la nature, à la musique, à une parole entendue au bon moment, à un souvenir qui apaise au lieu de faire souffrir. La valeur de l'amour ne se mesure pas à sa visibilité sociale, elle se mesure à sa capacité à soutenir la vie intérieure. Et cette capacité ne s'éteint pas avec l'âge. L'absence de partenaire, après 70 ans, agit comme un révélateur silencieux, parfois brutal, mais profondément honnête. Quand il n'y a plus personne pour remplir l'espace, pour occuper le quotidien, pour détourner l'attention, il ne reste plus qu'une chose, soi-même. Pendant des années, la vie à deux masque certaines dimensions de notre identité. On se construit dans l'ajustement permanent, on s'adapte, on compose, on joue des rôles, on devient parfois une version de soi compatible avec l'autre. Ce n'est ni bien ni mal, c'est humain.
Mais lorsque le partenaire disparaît, que ce soit par la séparation, le deuil ou l'éloignement, les masques tombent doucement. Et ce qui apparaît peut surprendre. Certains découvrent une fatigue ancienne, longtemps ignorée, une lassitude d'avoir porté des responsabilités affectives qui n'étaient pas toujours partagées. D'autres découvrent au contraire un vide immense, révélant combien l'autre occupait toute la place, parfois au détriment de leur propre existence intérieure. L'absence agit comme un miroir. Elle montre ce qui était déjà là, mais dissimulé par le lien. Les fragilités non soignées, les forces sous-estimées, les désirs mis en attente, les blessures jamais verbalisées. À 70 ans passés, ce miroir peut faire peur. Il ne s'agit plus de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de reconnaître ce que l'on est devenu. Certaines personnes découvrent une grande capacité de solitude qu'elles ne soupçonnaient pas. Elles se rendent compte qu'elles savent s'organiser, décider, réfléchir, exister sans validation constante. Cette découverte n'est pas toujours joyeuse au début. Elle peut être teintée de tristesse, voire de colère, mais elle contient aussi une forme de puissance tranquille. D'autres, au contraire, réalisent à quel point elles ont toujours eu besoin de l'autre pour se sentir exister. Cette prise de conscience peut être douloureuse, mais elle est précieuse parce qu'elle permet enfin de nommer un besoin longtemps refoulé. L'absence de partenaire oblige à ralentir, à écouter ses propres pensées sans distraction, à faire face aux souvenirs sans filtre, à mesurer ce qui a été vécu, ce qui a été transmis, ce qui a été manqué. Ce face-à-face intérieur n'est pas une punition, c'est une étape de vérité. Il y a aussi une redéfinition du rapport au temps. Quand on est en couple, le temps est partagé, négocié, planifié. Quand on est seul, le temps devient plus brut, il n'est plus structuré par l'autre. Il oblige à créer du sens là où il n'y a plus de cadre imposé. Cette liberté temporelle révèle le rapport intime que chacun entretient avec sa propre vie. Certains remplissent chaque minute pour ne pas ressentir le vide. D'autres apprennent à apprivoiser les silences, à rester assis sans rien faire, à laisser venir les pensées sans les fuir. Ce que révèle l'absence de partenaire, ce n'est pas seulement un manque, c'est une structure intérieure. Elle montre comment on se tient debout sans appui affectif, immédiat, comment on parle de soi quand personne n'écoute, comment on se traite quand on n'est plus regardé. À cet âge, cette révélation est souvent accompagnée d'une grande lucidité. On ne peut plus se raconter d'histoires très longtemps. Les illusions tombent. Et ce qui reste est parfois plus simple, plus nu, mais aussi plus juste. Certaines personnes découvrent une créativité tardive. Elles écrivent, elles bricolent, elles s'engagent autrement, comme si l'absence de partenaire libérait une énergie longtemps contenue. D'autres découvrent une vulnérabilité profonde, un besoin de reconnaissance jamais comblé. Cette vulnérabilité, lorsqu'elle est reconnue, peut devenir un point d'appui au lieu d'une faiblesse. L'absence de partenaire ne crée pas une nouvelle personnalité. Elle enlève ce qui masquait l'ancienne. Elle met à nu ce qui a toujours été là, parfois ignoré, parfois étouffé, parfois nié. Et dans cette nudité intérieure, il y a une possibilité rare, celle de se rencontrer enfin sans intermédiaire. Pendant longtemps, on a raconté une seule histoire du lien humain. Une histoire simple, presque rigide. Aimer, c'était être en couple. Être relié, c'était partager sa vie avec un partenaire. Tout le reste semblait secondaire, transitoire, moins important. Avec l'âge, cette vision devient insuffisante, et après 70 ans, elle devient parfois étouffante. Quand le couple n'est plus là, par choix ou par circonstance, la société envoie un message silencieux mais lourd. Il manque quelque chose. Comme si la vie relationnelle n'était complète qu'à deux. Comme si les autres formes de lien étaient en décompensation. Mais le lien humain est beaucoup plus vaste que le couple. À cet âge, ce qui nourrit profondément, ce ne sont pas toujours les relations exclusives. Ce sont souvent des liens multiples, plus légers, mais tout aussi essentiels. Des relations sans promesse, sans obligation de durée, mais riches de présence.
Il y a les amitiés anciennes, parfois plus solides qu'un mariage, des amis avec qui l'on a traversé des décennies, des changements, des crises, des amis qui connaissent votre histoire sans que vous ayez besoin de la raconter. Ces liens-là n'ont pas besoin d'être quotidiens pour être profonds. Il y a aussi les rencontres tardives, celles que l'on n'attendait plus, un voisin avec qui l'on parle tous les matins, une personne croisée régulièrement au marché, à la bibliothèque, au club associatif. Ces liens modestes structurent le quotidien et redonnent une place dans le monde. Après 70 ans, le lien humain devient souvent plus horizontal. Il ne repose plus sur la possession ou la fusion. Il repose sur la reconnaissance mutuelle, sur le simple fait d'être vu, entendu, considéré. Le couple, surtout quand il dure longtemps, peut parfois enfermer. Il crée un univers fermé, autosuffisant, où les autres relations passent au second plan. Quand ce couple disparaît, il faut réapprendre à tisser autrement. Ce tissage est parfois maladroit. Il demande du courage, aller vers l'autre sans la protection d'un statut clair, accepter que certains liens restent superficiels, comprendre que la profondeur n'est pas toujours immédiate. Mais ces liens-là ont une qualité particulière. Ils ne cherchent pas à combler un manque. Ils existent pour eux-mêmes. Il y a aussi le lien intergénérationnel, souvent sous-estimé. Parler avec des plus jeunes, transmettre une expérience sans imposer une leçon, écouter sans vouloir corriger. Ce type de lien redonne une utilité symbolique, une place vivante dans la chaîne humaine. Le lien humain peut aussi être indirect, à travers une activité, une association, un engagement bénévole, un atelier. On n'y vient pas pour se confier, mais pour faire ensemble. Et se faire ensemble crée une appartenance. Après 70 ans, beaucoup découvrent que la qualité du lien ne dépend pas de son intensité émotionnelle. Elle dépend de sa régularité, du fait qu'il s'inscrive dans le temps, qu'il structure la semaine, qu'il donne une raison de sortir, de se préparer, de se projeter. Il existe aussi un lien silencieux avec ceux qui ne sont plus là. Les morts les continuent parfois à jouer un rôle intérieur. Ils accompagnent, conseillent, apaisent. Ce lien-là n'est pas pathologique. Il est une continuité affective. Réduire la vie relationnelle au couple, c'est appauvrir la compréhension de l'humain. C'est ignorer la capacité de l'être humain à créer du lien dans des formes multiples, adaptées à chaque âge de la vie. À 70 ans passés, le lien devient souvent plus libre, moins contractuel, moins enfermant. Il se fonde sur le désir de présence plutôt que sur la peur de la solitude. Le lien humain n'a pas besoin d'un partenaire unique pour exister. Il a besoin d'un espace où la rencontre est possible, même brève, même imparfaite. Et parfois, ce sont ces liens dispersés, non exclusifs, qui soutiennent le mieux la vie intérieure. On parle rarement de liberté après 70 ans. Comme si la liberté appartenait au début, au choix à faire, au chemin à ouvrir, comme si, passé un certain âge, il ne restait plus que l'adaptation, la réduction, la prudence. Et pourtant, pour beaucoup de personnes seules, la liberté tardive existe bel et bien. Elle n'est pas spectaculaire, elle ne s'affiche pas, elle ne cherche pas à impressionner. C'est une liberté intérieure, discrète, presque invisible, mais profondément transformatrice. Après des décennies de responsabilités, de compromis, de concessions affectives, certaines contraintes tombent. Il n'y a plus à négocier chaque décision, plus à s'adapter au rythme de l'autre, plus à porter des conflits qui n'étaient pas toujours exprimés. Cette absence de négociation permanente peut devenir un soulagement inattendu. La liberté tardive commence souvent par de petites choses, se lever à l'heure que l'on veut, manger ce qui fait envie, organiser sa journée selon son propre tempo. Ces détails, en apparence insignifiants, restaurent une forme de souveraineté personnelle. Quand on vit longtemps avec quelqu'un, on oublie parfois ce que signifie décider seul. On perd le contact avec ses préférences profondes. La solitude, dans ce contexte, agit comme un révélateur de désirs enfouis. Cette liberté n'est pas une rupture avec le passé, elle est une réappropriation. Certaines personnes redécouvrent des plaisirs anciens, lire longtemps sans interruption, marcher sans but précis.
Écouter de la musique à un volume choisi, ces gestes simples deviennent des actes de présence à soi. La renaissance silencieuse ne passe pas par de grands projets, elle se joue dans la manière d'habiter le quotidien, dans la relation au temps, dans l'attention portée à ce qui était auparavant négligé. Il y a aussi une liberté psychique nouvelle, moins de pression sociale, moins de besoin de plaire, moins d'obligation de correspondre à une image attendue. À cet âge, le regard des autres pèse moins, ou du moins différemment. Cette liberté peut être déroutante. Elle confronte à la responsabilité de sa propre existence. Quand personne ne décide à votre place, il faut apprendre à se choisir. Et se choisir n'est pas toujours confortable. Il y a des moments de doute, des instants où l'on se demande si l'on fait les bons choix. Mais ces doutes font partie de la reconstruction. La liberté tardive permet aussi de dire non. Non à ce qui fatigue. Non à ce qui n'a plus de sens. Non aux relations déséquilibrées. Ce non n'est pas un rejet. C'est une protection. Certaines personnes découvrent qu'elles ont enfin le droit d'être lentes, de ne pas répondre immédiatement, de ne pas être disponibles en permanence. Cette lenteur devient une forme de résistance au monde pressé. La renaissance silencieuse, c'est aussi accepter ses limites sans se sentir diminué. Reconnaître ce que le corps ne peut plus faire sans réduire l'existence à ses limitations. Trouver d'autres manières d'être au monde. La liberté tardive n'est pas une conquête contre quelqu'un, elle n'est pas une revanche, elle est une réconciliation avec son histoire, avec ses choix passés, avec ses renoncements, avec ses capacités présentes. Cette liberté permet parfois de revisiter le passé sans amertume, de comprendre que certaines décisions étaient nécessaires à l'époque, de cesser de se juger avec les critères d'aujourd'hui. Dans cette renaissance silencieuse, il n'y a pas d'exaltation excessive. Il y a une stabilité nouvelle, une sensation de cohérence intérieure, une manière plus paisible d'habiter sa vie. Et cette paix, même fragile, peut devenir l'une des plus grandes richesses de la vieillesse. La peur la plus profonde associée au fait de vieillir seul n'est pas toujours la solitude, c'est la peur du vide. Le sentiment que la vie, sans partenaire, sans rôle clair, sans regard quotidien, pourrait perdre sa signification, comme si le sens dépendait uniquement de la présence d'un autre. Mais le sens de la vie ne disparaît pas avec l'âge, ni avec l'absence de partenaire. Il change de source. Pendant longtemps, le sens est souvent donné de l'extérieur. Par le travail, par la famille, par les responsabilités, par le couple, ces cadres structurent l'existence et donnent une direction évidente. Lorsque ces cadres s'effacent, il faut apprendre à produire du sens autrement. Après 70 ans, le sens devient plus intérieur. Il ne repose plus sur la performance, il repose sur la cohérence. Vieillir seul oblige à se poser des questions essentielles. Pourquoi me lever le matin? Qu'est-ce qui mérite encore mon énergie? Qu'est-ce qui me relie au monde? Ces questions peuvent inquiéter, mais elles sont aussi une chance. Peu de périodes de la vie offrent une telle clarté existentielle. À cet âge, on ne peut plus se mentir longtemps. Ce qui n'a pas de sens tombe de lui-même. Le sens peut venir de gestes simples. Prendre soin de son corps, maintenir un rythme, entretenir son espace de vie. Ces actes quotidiens sont des affirmations silencieuses de la valeur de sa propre existence. Il peut aussi venir de la transmission. Transmettre une histoire, un savoir-faire, une mémoire. Même sans public direct, la transmission nourrit celui qui transmet. Elle inscrit l'individu dans une continuité. Vieillir seul permet parfois de redéfinir sa contribution au monde. Elle n'est plus spectaculaire, elle est souvent invisible. Mais elle existe. Écouter quelqu'un, offrir une présence calme, être un point de stabilité dans un environnement agité. Ces formes de contribution sont rarement reconnues socialement, mais elles sont essentielles. Le sens peut aussi émerger du rapport au passé. Relire sa vie. Mettre des mots sur ce qui a été vécu. Intégrer les blessures, les réussites, les erreurs. Cette relecture n'est pas une nostalgie, c'est un travail de compréhension.
Vieillir seul donne parfois accès à une profondeur réflexive que la vie active ne permettait pas. Il y a du temps pour penser, pour ressentir, pour élaborer. Le sens peut également venir du rapport au présent, être attentif à ce qui est là. Un rayon de lumière, un silence apaisant, une conversation brève mais vraie, ces moments, lorsqu'ils sont pleinement vécus, donnent une densité à l'existence. L'absence de partenaire oblige à devenir le gardien de son propre sens. Il n'y a plus de miroir quotidien pour valider ou invalider ce que l'on fait. Cela demande une solidité intérieure. Cette solidité ne signifie pas l'absence de doute, elle signifie la capacité à continuer malgré le doute. Vieillir seul ne veut pas dire se retirer du monde. Cela peut signifier